siècle avant Jésus-Christ, l'Afrique du Nord est divisée en plusieurs royaumes. Sur l'un d'eux, près de Carthage, règne un prince berbère, Gaïa. Après lui vont se succéder 5 grands rois dont la vie, les actions remarquables, les batailles fabuleuses, les luttes contre l'envahisseur romain ont forgé le mythe des rois berbères. Personnages de légende, mais aussi hommes déterminés, Massinissa, Jugurtha, Juba, Juba II et Ptolémée n'eurent d'autres désirs, d'autres ambitions que de s'affranchir de l'occupant et de donner, au fil des siècles, une identité à leur peuple. Nous allons vous raconter cette grande histoire des Berbères, incarnée par leur roi et devenue au fil des siècles de véritables légendes vivantes. Donc pour commencer, il faut savoir que peu de peuples ont vu leurs origines générer autant d'interrogations, de thèses, de mythes, d'histoires que les Berbères justement. Une chose est sûre, en 2500 avant Jésus-Christ, on voit leur première représentation de Berbères, appelés alors Téméou ou Libyens, sur des stèles égyptiennes. On les reconnaît, barbus, coiffés avec une certaine recherche, portant des plumes d'autruche sur la tête, ayant beaucoup de tatouages sur le corps et armés de lances et de boomerangs. Par la suite, donc, ils ont eu un premier contact avec la civilisation grecque lors de la venue sur les côtes d'Afrique du Nord des peuples de la mer en 1227 avant Jésus-Christ. Mais la rencontre importante pour les Berbères va être l'installation en 814 avant Jésus-Christ d'une colonie phénicienne qui va fonder Carthage. De cette rencontre entre la culture phénicienne et la culture berbère va naître la civilisation punique qui va régner sur l'Afrique du Nord, on peut dire, pendant près de 800 ans. Au premier temps historique, les Berbères se répartissent sur différents territoires d'Afrique du Nord. Nous retrouvons les Maures dans l'actuel Maroc, les Numides dans l'Algérie, la Tunisie et la Libye, les Garmantes qui sont dans les régions subsahariennes et les Gétus qui nomadisent dans les steppes. La question de l'origine des Berbères s'est posée tout au long de l'histoire de l'Afrique du Nord. Ils occupaient à une certaine époque un large territoire qui allait de l'ouest de la vallée du Nil jusqu'à l'Atlantique et l'ensemble du Sahara. Ils y fondèrent de puissants royaumes formés de tribus. Ils subirent ensuite l'occupation romaine, la christianisation, l'invasion vandale avant d'être convertis à l'islam. Comme leur titre le laisse penser, les premiers rois berbères sont sans doute des chefs guerriers. En effet, ils s'appelaient des Adélides. 2 tribus principales vont se constituer en royaume. Il y a les Massaéciles qui vont s'installer sur l'actuelle Algérie, et les Massiles qui vont s'installer sur plutôt la partie actuelle de la Tunisie, hors le territoire de Carthage. La ville commune, frontière on peut dire, entre ces 2 royaumes, va être Cirta, la capitale des Massiles. Et le problème, c'est que très vite, cette capitale, qui est une ville assez belle, va devenir un objet de convoitise pour les Massaéciles. C'est la raison pour laquelle un des premiers rois historiques massiles, le roi Gaïa, au IIIe siècle, va se rapprocher de Carthage. Et d'ailleurs, il va envoyer son fils, Massinissa, être élevé à Carthage. Et Massinissa va faire toutes ses études dans la cité punique. Il va d'ailleurs, à la fin de ses études, se fiancer avec Sophonis B, la fille du général carthaginois Hasdrubal et nièce du fameux Hannibal. Massinissa se rend compte très vite que ses sentiments sont partagés. Il est convenu que dès qu'ils seront en âge de se marier, leur union sera célébrée comme nouveau gage d'amitié entre les 2 peuples. Hélas, ces moments prennent fin lorsqu'en 218 avant Jésus-Christ, un nouveau conflit éclate. Un événement important qui va bouleverser un peu cette histoire des Berbères, c'est en 218 avant Jésus-Christ, lorsque le général Hasdrubal, justement, va mettre le siège devant la ville de Sagonte en Espagne. Cela va déclencher la 2e guerre punique. Comme Gaïa, justement, s'est rapproché des Carthaginois, il envoie son fils, Massinissa, à la tête de l'armée massile, prêter main forte aux Romains. Donc Massinissa vient en Espagne, fait très vite preuve de son talent militaire, et pendant qu'il fait cette campagne avec les Romains, il apprend le décès de son père, et il apprend que son oncle, Oesalcès, a usurpé le trône et a pris sa place. Massinissa, évidemment, étant pris par ce conflit avec les Romains, ne peut pas venir en Afrique du Nord régler ses affaires internes, continue le combat. Et un événement important va se produire, car son neveu, Massiva, va être fait prisonnier par les Romains, par le général Scipion. Et Massinissa s'attend à payer une très forte rançon pour récupérer son neveu, et il est très étonné un jour de voir son neveu revenir libre, sans demande de rançon. Mais en échange, son neveu lui dit que le général Scipion désire le rencontrer. Massinissa hésite, décide de rencontrer secrètement le général Scipion, et on peut dire qu'il y a tout de suite une forte sympathie entre les 2 hommes. Massinissa, évidemment, ne peut pas renier l'alliance de son pays avec les Carthaginois, mais il promet par contre au général Scipion
que si un jour le conflit arrivait sur les terres d'Afrique du Nord, à ce moment-là, il prendrait le parti des Romains. Dès qu'il le peut, Massinissa va donc venir d'Espagne, récupérer son royaume, et à la tête de 4000 soldats, il va traverser le royaume massaïcile, mais très vite, le roi Siphax, qui était allié, lui, des Romains, va essayer de profiter de cette guerre interne dans le royaume massile pour récupérer des territoires sur Massinissa. Les partisans de Massinissa se réjouissent de voir leur prince reconquérir la couronne qui lui revient de droit. Mais Massinissa est battu peu après par l'armée de Siphax et il est contraint de s'enfuir. Blessé, ne voulant pas être fait prisonnier, le prince berbère parvient à échapper à ses poursuivants en se jetant dans un torrent, persuadant ses ennemis qu'il est mort. Recueilli par ses quelques fidèles, Massinissa est emmené et caché dans une caverne où il retrouve bientôt ses capacités physiques exceptionnelles. Une fois rétabli, Massinissa part à la reconquête de son royaume. Et quand il réapparaît, c'est la joie parmi les Massiles, car on l'avait cru mort. Et aussitôt, il y a, on peut dire, un soulèvement massile qui, derrière Massinissa, récupère le trône de Massinissa et chasse Siphax et les Massaïciles du royaume massile. À l'époque, nous sommes essentiellement sur des luttes de territoire, principalement, comme je disais tout à l'heure, à cause de Cirta, cette ville très belle convoitée par Siphax, le roi massaïcile. Et puis, bon, c'était toujours, les alliances se faisaient et se défaisaient. D'ailleurs, suite à ce conflit, il va y avoir chose d'incroyable, un retournement des alliances, puisque Massinissa va finalement changer de camp, va adopter le camp des Romains, et Siphax, lui, va prendre le camp des Carthaginois. Et pour remercier Siphax d'avoir repris leur camp, Siphax va obtenir la main de Sophonisbé, l'ancienne fiancée de Massinissa. Donc là, c'est un total retournement des alliances. Vers 203 avant Jésus-Christ, Massinissa finit par battre et capturer Siphax. Il s'empresse alors de se rendre à Cirta, la ville de tous ses rêves, afin de s'emparer du palais et du trésor de Siphax. À son arrivée, il y découvre un autre trésor, la reine Sophonisbé. Dès qu'il la revoit, Massinissa retombe sous son charme et oublie tous ses griefs envers la jeune carthaginoise. Alors c'est une scène très célèbre dans l'histoire antique. Quand il entra dans le vestibule, sur le seuil même, il se trouva face à face avec Sophonisbé, fille du Carthaginois Asdrubal. Elle le remarqua au milieu de ses guerriers. Ses armes le distinguaient comme son allure. Elle pensa que c'était le roi. En toi, elle ne se trompait pas, et se jeta à ses pieds, lui disant « Sans doute les dieux, ta valeur et ton bonheur, t'ont donné tout pouvoir sur nous. Mais s'il est permis à une captive d'élever une voix suppliante vers le maître de sa vie et de sa mort, si je puis toucher tes genoux, ta main victorieuse, je te demande avec prière, par la majesté royale que nous possédions hier encore, par le nom du peuple numide qui t'est commun avec Siphax, par les dieux de ce palais, puisses-tu recevoir de meilleurs présages à ton arrivée que Siphax à son départ, d'attenter cette grâce à une suppliante. Ce que doit craindre d'un Romain une Carthaginoise, la fille d'Asdrubal, tu le vois. Si tu ne peux rien de plus pour moi, je te prie et te conjure de m'arracher par la mort au despotisme des Romains. » Donc Massinissa, finalement, retrouvant son ancienne fiancée, retombe amoureux d'elle, décide de la sauver, et pour la sauver, décide de l'épouser sur le champ. Alors c'est sûr, c'est un peu curieux, parce qu'elle est toujours mariée officiellement à Siphax, mais Massinissa, en l'épousant, espère la sauver des Romains. Ça ne suffit pas, les Romains se saisissent tout de même de la reine numide et l'envoient parmi les autres prisonniers de Scipion. Malgré la plaidoirie de Massinissa, il exige que la reine Massaïcile soit remise aux représentants du peuple romain. Alors, fidèle à la promesse qu'ils se sont donnée, Massinissa fait porter à la belle captive une coupe contenant un breuvage empoisonné. En voyant l'esclave s'approcher, Sophonisbé comprend, et sans hésiter, elle boit le liquide mortel. Et donc elle préfère la mort à devenir captive romaine, et cette scène finalement va donner l'objet à des centaines d'œuvres tout au long du Moyen-Âge, de la Renaissance, même à l'âge classique. Le lendemain de ce jour funeste, Scipion décerne à Massinissa le titre de roi. Massinissa occupe les 53 ans de son règne à organiser et à enrichir son royaume. Une des premières tâches du roi est de développer l'agriculture à grande échelle. C'est en grande partie grâce à lui si l'Afrique du Nord fut le grenier à blé de Rome. Donc si vous voulez, le royaume de Massinissa, après la défaite de Siphax, va s'agrandir du royaume massaïcile. Donc le royaume de Massinissa va aller de la Moulouya. La Moulouya, c'était la frontière entre le Maroc et l'Algérie, juste au territoire de Carthage. Donc Massinissa, qui au début avait un tout petit royaume, entre Cirta, l'actuelle Constantine, et puis le territoire de Carthage, va s'agrandir vers l'ouest, en allant jusqu'à la Moulouya, donc en allant jusqu'au Maroc. Ce n'est pas fini, il va agrandir par la suite son royaume, mais donc en 205 avant Jésus-Christ, déjà, Massinissa a considérablement agrandi son royaume. C'est que la langue punique, la langue des Carthaginois, était la langue officielle de sa cour, et il va principalement s'intéresser à encourager la sédentarisation des Berbères,
et a surtout développé l'agriculture. Et également, c'est le premier qui va créer une flotte berbère, aussi bien commerciale que guerrière. Ce qui était assez nouveau pour l'époque et assez intéressant à savoir. Le problème, évidemment, Massinissa, dont a agrandi son royaume, la Deuxième Guerre punique a pris fin par la défaite de Carthage. Carthage est soumise à un très fort contrôle des Romains. Et Massinissa, allié de Rome, se sentant finalement en position de force, constamment va faire des incursions de territoire carthaginois pour s'emparer de nouveaux territoires. Donc les Carthaginois vont à plusieurs reprises se plaindre auprès des Romains. Et le problème, c'est que Rome, un jour, va décider d'envoyer on dirait maintenant une commission d'enquête à Carthage pour écouter un peu leurs plaintes. Et là, ça va être un choc parce que les Romains vont se rendre compte à quelle vitesse les Carthaginois sont remis de la Deuxième Guerre punique. Ils vont trouver finalement ce redressement de Carthage un peu comme une menace pour Rome, en se disant un peuple qui, 50 ans à peine après la fin d'une guerre, a pu ainsi se relever, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui si on le laisse se développer, quoi. Et lors d'une nouvelle incursion de Massinissa en territoire carthaginois, ça va être le déclencheur que les Romains attendaient, et en 149 avant Jésus-Christ, donc, la Troisième Guerre punique est déclenchée. L'année suivante, au plus fort des combats, le roi berbère, sentant sa fin prochaine, demande à son ami Scipion de venir l'aider à organiser la succession sur le trône numide. Le général romain arrive trop tard. Il débarque dans un pays en deuil du grand roi berbère. L'œuvre de Massinissa a été considérable. Alors son règne a frappé ses contemporains, parce que déjà par son âge avancé, c'était assez rare à l'époque, par son destin exceptionnel, parce que c'était un homme de guerre valeureux, qui avait été en péril de mort, qui a régné 53 ans sur son pays, qui a développé son pays, et on sait que 10 ans après sa mort, ses sujets vont lui édifier un temple à Douga, en hommage justement à ce roi, et il a été l'objet d'un culte pendant plusieurs siècles. Alors pour bien comprendre l'importance que Massinissa représente pour les Berbères, il faut relire justement un passage de l'historien Mommsen. Les Libyens, avant lui opprimés, se relevaient à leurs propres yeux. La langue, les mœurs nationales reconquirent leur terrain dans les vieilles villes phéniciennes et jusque dans les petits Slagrandes. Le simple Berbère se sentit l'égal du Phénicien et bientôt son supérieur sous l'égide de la République. Un jour, les envoyés de Carthage à Rome s'entendirent répondre qu'ils n'étaient que des étrangers et que le pays appartenait aux Libyens. On sait que les Berbères rendaient un culte à leurs anciens rois. Vous savez, il y avait une ancienne coutume berbère en disant que si vous vouliez être inspiré par quelqu'un, il fallait passer la nuit sur sa tombe. Voilà, on était ainsi inspiré, on prenait un peu du courage de la personne. Et donc le fait que 10 ans après sa mort, on lui édifie un temple, montre qu'il avait vraiment frappé les esprits. Donc Massinissa va être le premier roi berbère à manifester un intérêt pour la civilisation grecque. Et il va faire venir à sa cour des savants, des artistes grecs. Et cette tradition, on peut dire familiale, va perdurer tout au long des règnes suivants. Donc en 148 avant Jésus-Christ, quand Massinissa meurt, son fils Micipsa lui succède. Et 2 ans après, Carthage tombe. Alors Carthage ne tombe pas dans l'escarcelle des rois massiles, mais devient la province romaine d'Afrique. Alors c'est une perte pour les Berbères, oui, parce que Carthage était une ville un petit peu symbolique, quoi. En plus, les Berbères, même s'ils avaient choisi le camp romain, étaient nourris de culture punique. Comme je disais tout à l'heure, la civilisation punique, c'est aussi bien de la culture berbère que de la culture phénicienne. Donc, comme la plus grande et la plus belle ville punique était Carthage, il est vrai que pour les rois berbères, ça a été, on peut dire, le joyau de leur couronne. Micipsa s'emploie à poursuivre l'œuvre de son père. Les 30 ans de son règne représentent dans l'histoire berbère une sorte d'âge d'or, le pays n'ayant plus connu, après la chute de Carthage, ni guerre, ni invasion. Donc Micipsa devient roi, il installe sa capitale à Cirta dont actuelle Constantine. Alors c'est une ville qui est assez grande, on sait qu'à l'époque il pouvait lever facilement 20 000 fantassins et 10 000 cavaliers. Et Micipsa, comme son père, va s'intéresser à développer l'agriculture, et il va manifester le même intérêt pour la civilisation grecque. Il va même encourager l'implantation d'une colonie grecque dans son royaume. Alors le règne de Micipsa va rester dans le subconscient collectif, il va régner 30 ans, de 148 à 118, comme une sorte d'âge d'or, parce que finalement, après toutes les années de guerre, les guerres puniques, avec les guerres avec les Massaïciles, là, pendant 30 ans, le pays va connaître une période de prospérité, de paix. Le règne du Micipsa va rester une sorte d'âge d'or pour les Berbères. Il y a en 125 avant Jésus-Christ, qu'il va y avoir une invasion de sauterelles qui va détruire les récoltes, et suivi de peu par une épidémie de peste qui va tout de même faire 800 000 victimes parmi les Berbères. En dépit de ces deux catastrophes, le ressenti populaire restera tout de même 30 ans sans guerre, 30 ans sans crainte, 30 ans d'opulence, on peut dire.
Et d'ailleurs, après sa mort, ses sujets lui édifieront un temple, cette fois-ci à Cherchel, et ils l'appelleront, et le dédieront au plus vivant des vivants, Micipsa. Le danger ne va pas venir de l'extérieur, mais de la famille même du roi. Déjà père de 2 fils, Yemsal et Adherbal, Micipsa, profondément bon, décide à la mort d'un de ses frères d'élever le fils naturel de ce dernier, Jugurtha, avec ses propres enfants. Ce choix représente une chance inouïe pour Jugurtha, qui n'avait à l'origine aucun droit sur la couronne des Massiles. Le jeune prince fait la preuve de ses nombreuses qualités et il devient très populaire auprès des Berbères. Micipsa comprend que son neveu peut représenter une menace pour l'avenir de ses enfants. La fin de sa vie va être un petit peu contrariée, on va dire, par son neveu. Faut savoir que Micipsa a 2 fils, Aederbal et Yemsal, donc il n'a aucun problème de succession au trône. Et un des plus jeunes fils de Massinissa, Massinabal, avait eu d'une concubine un fils illégitime, Jugurtha. Jugurtha donc devient vite orphelin, et Micipsa, en dépit de la naissance inégale de son neveu, décide de l'élever avec ses fils. Donc Jugurtha vit à la cour de son oncle, il en fait très vite la fierté, c'est un jeune homme particulièrement brillant. Jugurtha devient très populaire, Micipsa finit par penser qu'il devient une menace pour ses fils, car il devient plus populaire que ses propres fils. Et soudainement, Micipsa pense régler le problème en envoyant Jugurtha à la tête de l'armée massile, prêter main forte aux Romains qui ont un conflit en Espagne. Micipsa y voit 2 avantages. Premièrement, il éloigne Jugurtha de son royaume. Le roi le nomme à la tête des troupes numides et l'expédie prêter main forte aux Romains qui se battaient en Espagne. Le jeune prince s'y couvre de gloire. Cette aventure lui permet de nouer de solides liens d'amitié avec de nombreux militaires romains, ce qui lui sera utile par la suite. À son retour à Cirta, Jugurtha est acclamé par le peuple. Micipsa, ne voulant pas rester en dehors des réjouissances, profite des festivités pour annoncer qu'il adopte Jugurtha. Et même les Romains disaient à Micipsa, vraiment, tu as de la chance d'avoir un neveu tel que lui. Enfin, ils font tellement pression que Micipsa, finalement, décide d'adopter Jugurtha en le mettant sur le même pied d'égalité que les 2 autres fils. Donc, au décès de Micipsa, en 118 avant Jésus-Christ, Jugurtha peut prétendre également à une part du royaume et des richesses de son oncle, au même titre qu'Aederbal et Yemsal. Les 3 jeunes princes décident alors de se réunir afin de procéder au partage du royaume. Mais le prince Yemsal commet une imprudence. Il accepte l'hospitalité d'un ami de Jugurtha qui s'empresse de le décapiter et d'envoyer sa tête à l'ambitieux prince berbère. La nouvelle de cette mort remplit le royaume d'effroi et Aderbal lève une armée pour marcher contre Jugurtha. Aederbal, évidemment, est offusqué, avertit Rome de ce forfait et décide de prendre la tête de l'armée pour battre Jugurtha. Malheureusement, Aederbal est moins bon stratège que Jugurtha et Aederbal est vaincu. Vaincu, il part dans la province romaine d'Afrique et de là, il gagne Rome pour venir devant le Sénat dénoncer finalement l'attitude de Jugurtha. Devant le Sénat romain, le jeune prince berbère lance un appel à la justice et à la vengeance. Mais il ignore que de nombreux sénateurs, corrompus par l'ordre de Jugurtha, soutiennent en réalité celui-ci. Mais le Sénat décide d'envoyer 10 députés qui vont venir en Afrique du Nord pour décider du partage du royaume entre Jugurtha et Aederbal. L'ordre de Jugurtha sert à quelque chose. Jugurtha obtient la plus belle partie du royaume, la partie la plus riche, Aederbal la partie la plus pauvre. Et en dépit de cela, Jugurtha, se sentant finalement toujours impuni, décide d'essayer de conquérir des territoires sur le royaume d'Aederbal. Donc il fait à plusieurs reprises incursion dans son royaume, et Aederbal à la fin remonte une armée, vient à la rencontre de Jugurtha, et Aederbal est à nouveau vaincu. En 113 avant Jésus-Christ, Aderbal ne doit la vie qu'à son repli sur Cirta. La ville est aussitôt investie par Jugurtha. Une délégation de députés romains ne parvient pas à le convaincre de lever le siège. Épuisés, les habitants de Cirta demandent à Aderbal de se rendre. En échange de quoi, le roi aurait la vie sauve. Aederbal accepte de remettre les clés de Cirta à Jugurtha en échange de la vie sauve, mais dès qu'il sort de la ville, Jugurtha le fait mettre à mort et exécute tous les berbères porteurs d'armes sur eux. Donc il y a, on peut dire, un certain carnage à Cirta. Le nouveau Mémus est scandalisé par cette attitude, et donc le Sénat va décider d'envoyer un prêteur à la réputation infaillible, parce que là, on se rendait compte que peu de gens résistaient finalement à l'ordre de Jugurtha. Le prêteur Caius, qui va venir en Afrique du Nord, demande à Jugurtha de venir devant le Sénat romain se justifier de ses actes.
Le roi berbère décide alors de venir à Rome plaider sa cause devant le peuple romain. Avec un peu moins d'or dans ses coffres qu'à son arrivée, Jugurtha repart de Rome, laissé libre par les sénateurs. C'est là qu'il lance cette phrase célèbre « Ô ville à vendre, elle disparaîtra bientôt si elle trouve un acheteur ». Donc Jugurtha revient en Afrique du Nord, et là franchement Rome se rend compte qu'ils ne peuvent pas non plus laisser impunis si longtemps à la tête de Jugurtha, et là une véritable expédition militaire est envoyée contre lui. En Afrique, le consul romain décide de réagir. Il envoie son frère à la tête de l'armée romaine mater le roi berbère. Par ruse, en pénétrant de nuit dans le campement, Jugurtha s'empare du général romain et lui impose un traité de paix, très avantageux pour le royaume massile. À Rome, la coupe est pleine, et là on décide d'une plus grosse expédition militaire pour combattre Jugurtha. Et là, cette fois-ci, en 109 avant Jésus-Christ, près de Galma, a lieu une bataille entre l'armée romaine et l'armée berbère, et Jugurtha est battu. Jugurtha est battu, et il commence à y avoir des défections autour de lui, et Jugurtha, finalement, va devenir méfiant, inquiet, se méfiant de son entourage. On le décrit comme étant quelqu'un devenu très inquiet ou très agressif. La chance semble alors changer de camp. Après avoir perdu plusieurs villes importantes, Jugurtha perd se réfugier auprès des Gétules dans le désert. Et là, il sent qu'il ne pourra pas tout seul reconquérir son trône, et il appelle à son secours Bottus, son beau-père, qui est le roi des morts, donc l'actuel Maroc, et Bottus, qui avait essayé de devenir ami du peuple romain, et Rome avait refusé. Là, on ignore la raison pour laquelle Rome avait refusé. Il devait estimer à l'époque qu'il n'avait pas besoin de l'amitié de Bottus. Et Bottus se dit, après tout, puisque les Romains m'ont rejeté, je vais venir prêter main forte à mon gendre. Et l'armée de Bottus rejoint l'armée de Jugurtha. Et ils vont essayer ensemble de chasser les Romains du royaume massile. Bottus et Jugurtha vont subir toute une série de revers. Et donc, au fil du temps, Bottus va finir par se demander s'il a choisi le bon camp. Il en arrive à envoyer 2 émissaires auprès des généraux romains pour demander s'il ne pourrait pas trouver des intérêts communs. C'était, disons, une porte ouverte à un retournement de situation. Et finalement, les Romains lui demandent évidemment de lui livrer Jugurtha. On sait que Bottus a beaucoup hésité sur le parti à prendre. Il décide d'organiser dans son plan une rencontre entre les Romains et Jugurtha. Alors, Jugurtha est persuadé qu'il va lui livrer le général Marius, qui est le général romain. Marius est persuadé que Bottus va lui livrer Jugurtha. Et finalement, donc, quand tout le monde arrive au camp de Bottus, la rencontre a lieu sur un tertre pour que tout le monde les voit bien. Tout le monde se désarme, car c'était dans les conventions de la rencontre. Et dès qu'il est désarmé, Jugurtha est arrêté, ses compagnons sont massacrés, et donc Bottus livre son gendre à Marius. Même Bottus pousserait une mini jusqu'à offrir par la suite à Rome une statue en or représentant la livraison de Jugurtha aux Romains. Donc Marius va ramener Jugurtha à Rome, et le 1er janvier 104 avant Jésus-Christ, Jugurtha, habillé en roi, mais couvert de chaînes, va donc être exhibé lors du triomphe de Marius, derrière le char de son vainqueur. On sait qu'à l'issue de ce triomphe, Jugurtha va finir ses jours dans les prisons romaines, sous le Capitole. Alors, on ne sait pas s'il est mort de faim ou s'il est étranglé. Enfin, en tout cas, on sait qu'il meurt en prison. Après Jugurtha, les Romains placent son frère Goda sur le trône massile. Le royaume connaît la paix pendant 17 ans. Ce n'est qu'en 108 avant Jésus-Christ, au moment où Goda meurt et où lui succède son fils Hiempsal, que des troubles font de nouveau vaciller la couronne massile. À Rome, la guerre civile sévit entre le parti populaire de Marius et le parti aristocratique de Sylla. Lorsque Marius s'empare du pouvoir à Rome, l'agitation atteint l'Afrique du Nord et Hiempsal est renversé au profit de son frère Iarbas, favorable aux idéaux démocratiques. Tandis que l'ordre revient à Rome avec le retour de Sylla au pouvoir, la situation ne change pas chez les Massiles, jusqu'à l'intervention d'un jeune général proche de Sylla, Pompée, qui bat Iarbas et rétablit Hiempsal sur son trône. Hiempsal, lui, va déléguer son fils, Juba, pour également défendre son point de vue. Jules César, qui n'était pas insensible au charme de Masinta, prend Phaéclos pour le prince berbère, et finalement prend à partie Juba, et finit par l'attraper par la barbe. Et Juba va être très vexé de ce manque de respect, et donc voilà, c'était la première rencontre entre Juba et Jules César, et du fait ça va avoir des conséquences sur le reste de l'histoire berbère. C'est passé de cette façon-là. Finalement, le Sénat donne raison à Juba, et Jules César, pour sauver le prince Masinta, va finalement partir très vite avec lui, va l'héberger chez lui,
et lui fera quitter Rome en cachette dans sa litière. À la mort de Hiempsal, son fils Juba Ier, qui monte sur le trône, il va continuer l'œuvre de son père, et finalement, les protagonistes dont nous venons de parler, Pompée et César, vont se partager le pouvoir, tous les deux, en 60 avant Jésus-Christ, Jules César étant le beau-père de Pompée. Et les deux hommes sont également ambitieux, les deux hommes veulent finalement le pouvoir, mais c'est vrai que César est occupé avec la guerre des Gaules, et la guerre des Gaules prend fin en 52, et finalement la tension monte entre eux, et en 50 avant Jésus-Christ, la guerre civile éclate à Rome. À nouveau, donc une guerre civile qui aura des répercussions sur l'Afrique du Nord, puis évidemment il va y avoir le parti de Pompée, le parti de Jules César. Il est utile de dire que Juba Ier n'hésite pas longtemps, c'est grâce à Pompée que son père a retrouvé le trône. Jules César, on sait ce qu'il était advenu de leur rencontre, Jules César l'avait attrapé par la barbe, donc Juba, évidemment, par fidélité à Pompée, va prendre le parti de l'armée pompéienne. Et il est vrai que Pompée, au début, est nettement plus fort que César. Il a plus d'armées, il a plus de soutien, puisque tous les royaumes périphériques de Rome soutiennent Pompée. Et donc tout le monde donne Pompée finalement plus ou moins vainqueur. Au début du conflit, les forces en présence sont inégales. Si César peut s'appuyer sur les légions en Gaule, Pompée, lui, maîtrise l'Italie, l'Espagne et bénéficie également du soutien des États associés à Rome. Pourtant, à ce moment, César donne la pleine mesure de son génie militaire. Bien que le sort des armes leur soit favorable en Afrique, les Pompéiens connaissent un an après le début des hostilités une série de revers dans le reste de l'Empire. C'est là qu'on voit que César était un bon stratège, puisqu'il y a eu une telle disproportion finalement de victimes. Et Pompée est obligé de s'enfuir. Il s'enfuit, il ne sait pas où aller, car les rois satellites finalement changent de camp, évidemment, voyant que c'est César qui prend le dessus. Et il vient se réfugier en Égypte, chez son ami le pharaon, qui dès son arrivée le fait exécuter, et donc envoie sa tête à Jules César en signe d'allégeance finalement à Jules César. Dont dans le camp pompéien, il y a sa consternation, et Juba, lui, décide de continuer le combat. Il refuse de baisser les armes, il refuse de faire allégeance à Jules César, et donc tous les débris, on peut dire, de l'armée de Pharsale, de Pompée, viennent se regrouper autour de Juba et de ses principaux généraux. Et on sait que Juba, là, finalement, a vraiment un rôle très important au sein de l'armée romaine, puisqu'il même se promène avec le manteau de pourpre, avec des insignes de son pouvoir. Et Juba, donc, va continuer la lutte contre l'armée de Jules César. La coalition réunit 14 légions, dont 4 composées par l'armée numide. Cette dernière aligne 120 éléphants de combat. Elle comprend aussi des cavaliers armés de javelots. Donc la coalition de pompéienne se regroupe autour de Juba. On sait qu'ils arrivent à regrouper 14 légions, dont 4 sont exclusivement berbères. En 47 avant Jésus-Christ, Jules César débarque en Afrique, et en arrivant, sautant du bateau, il tombe face contre terre. Et les Romains étaient très superstitieux. Et Jules César se disait, mais mes hommes vont penser que c'est un mauvais présage. Et du coup, il se relève tout de suite en disant, Afrique, je te tiens. En 46 avant Jésus-Christ, lors de la bataille de Thapsus, il y a la dernière rencontre entre l'armée pompéienne et l'armée de César. Et là, on sait que l'armée de Juba, il y avait des éléphants. Dans l'armée des rois numides, il y avait toujours des éléphants de combat. Et les frondeurs romains, finalement, en blessant les éléphants vont paniquer et vont écraser finalement les propres soldats berbères. Ça va faire une bataille monstre dans l'armée pompéienne, dans l'armée de Juba. Juba décide de s'enfuir, il ne veut pas être fait prisonnier par César, il ne veut pas être avec le sort de Jugurtha, être exhibé comme ça au char du vainqueur sous les colibets de la foule romaine, et décide de mourir en roi. Donc il décide de mourir en roi à Zama, une de ses capitales, et donc il fait dresser un immense bûcher, et il décide de s'immoler avec son trésor, ses fidèles et la population. Alors évidemment, ce n'est pas au goût de la population, qui n'a pas le goût du sacrifice, et lorsque le roi arrive avec un de ses généraux aux portes de Zama, la population fait fermer les portes de la ville. Seulement, les gens n'ont pas envie de finir consumés dans le bûcher du roi Juba. Donc Juba est un peu désœuvré, il ne sait pas où aller, et finalement, il va avec un de ses généraux dans une de ses villas, dans une villa royale. Et là, ils commandent un très bon festin, on sait qu'ils font un bon festin tous les deux, et ils décident de se battre à mort. Le roi berbère décide de livrer un combat à mort avec un de ses fidèles. Victorieux de son compagnon, Juba demande alors à un esclave de l'achever. Donc du 20 septembre au 1er octobre 46 avant Jésus-Christ a lieu le triomphe de Jules César à Rome. Triomphe qui est fait pour célébrer ses victoires sur la Gaule, sur l'Égypte et sur l'Afrique. Et pour chaque pays, il y a un jour de consacré,
Et pour chaque pays, il faut évidemment soit exhiber un souverain, soit exhiber un des chefs du pays, voilà, qui est toujours enchaîné au char du vainqueur. Donc pour le jour célébrant la victoire sur la Glaude, c'est Vercingétorix qui est exhibé. Pour le triomphe sur l'Égypte, c'est Arsinoé, la sœur de Cléopâtre, qui était son ennemie, qui est exhibée. Et pour le triomphe sur l'Afrique, Jules César est embarrassé parce que Juba s'était suicidé, donc quoi faire? Et finalement, il décide d'exhiber, mais là de ne pas enchaîner, mais de montrer simplement le fils du roi Juba, qui s'appelle Juba lui aussi, qui est âgé de 6 ans. Le petit prince berbère est exhibé à l'occasion du triomphe du général romain organisé à Rome. À l'issue des festivités, Jules César charge sa nièce Octovie d'élever l'enfant. Le jeune prince reçoit donc l'éducation soignée de tout enfant appartenant à l'aristocratie romaine, et très vite, il révèle des qualités exceptionnelles pour l'étude. Les années passent, Juba grandit sous l'œil d'Octave, le frère d'Octavie, qui, après l'assassinat de César, devient le protecteur de Juba et le nouvel homme fort de Rome. En 37 avant Jésus-Christ, Juba célèbre son 15e anniversaire. Et chez les Romains, c'est le passage à l'âge adulte. Et à cette occasion, Juba revêt pour la première fois la toge de citoyen romain. Donc c'est important pour montrer à quel point il était assimilé finalement, car il devient citoyen romain, et il part avec ses proches sur le Capitole. Il va dans le temple de Jupiter, où on l'inscrit sur des tablettes comme citoyen romain, et il offre un sacrifice à Jupiter. Donc on voit à quel point ce prince berbère a fini par être totalement assimilé comme un jeune aristocrate romain. Et d'ailleurs très vite, il devient... Octave se rend compte que c'est un jeune homme brillant, très intelligent. Il lui fait également suivre une formation militaire. Et très vite, Juba va montrer finalement, c'est un peu un être d'exception, qui est très cultivé, qui est également bon guerrier. Et Octave va être, on peut dire, assez séduit par la personnalité de Juba. En 32 avant Jésus-Christ, la répudiation d'Octavie et la lecture du testament de Marc-Antoine vont mettre le feu aux poudres, et donc Rome a décidé de faire la guerre à la reine d'Égypte Cléopâtre. Un an plus tard, en septembre 31, Juba participe à la bataille d'Actium, qui voit finalement la grande défaite navale de Cléopâtre et de Marc-Antoine, sans savoir qu'il assiste alors à la défaite de ses futurs beaux-parents, si on peut dire ainsi. Donc, bataille d'Actium en 31, défaite de Cléopâtre et de Marc-Antoine, qui se suicide l'année suivante, en 30 avant Jésus-Christ, et Octave, donc, célèbre son triomphe l'année suivante, en 29. Et comme Cléopâtre est morte, il fait représenter la reine d'Égypte en statue, et il a fait entourer de ses deux enfants, avec Marc-Antoine, Alexandre Hélios et Cléopâtre Sélénée, dont nous reparlerons par la suite. Et pareil, ces deux petits princes finalement égyptiens, nés des amants de Cléopâtre et de Marc-Antoine, pareil que Juba, qui arrivent à Rome, qui sont exhibés lors d'un triomphe du vainqueur de leurs parents, expérience encore, on pense, traumatisante, et Octave les confie une fois de plus à cette chère Octavie, qui décidément devait avoir un don pour élever les enfants, et Octavie élève donc à nouveau Alexandre Hélios et Cléopâtre Sélénée au sein de sa famille. À partir de son triomphe, Octave n'a plus d'ennemis, Octave n'a plus de concurrents, il va donc instituer le Principat. Le Principat, ça va être l'acte fondateur de l'Empire romain. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il se fait appeler Auguste. Et donc, on peut dire que c'est à partir du triomphe d'Octave en 29 avant Jésus-Christ qu'est l'acte fondateur de l'Empire romain. Donc Octave règne sur un empire immense, mais il se rend compte que l'Afrique du Nord, pour la conserver sous le joug romain, ça nécessite beaucoup de fonctionnaires, ça nécessite beaucoup de soldats. C'est assez coûteux finalement pour Rome de conserver l'Afrique du Nord sous le joug romain. Et finalement, fier en la fidélité de Juba, séduit par son intelligence, en 25 avant Jésus-Christ, il décide de lui confier la couronne de Maurétanie. La Maurétanie comprend l'actuel Maroc et l'Algérie. Et donc ce qui est extraordinaire, c'est 21 ans après être parti d'Afrique en étant finalement un petit prince berbère dont le père était mort, tué par du fait des Romains, qui partait plus ou moins prisonnier, il revient à la tête d'un immense royaume. Et donc Juba va s'installer à Iole, qu'il va rappeler Caesarea, en hommage à Octave Auguste, Caesarea qui est maintenant à la ville de Cherchell en Algérie. Sous son impulsion, Caesarea, ville presque aussi étendue que Rome, devient une superbe cité et une plaque tournante du commerce méditerranéen. Temples, jardins, théâtres, et même, alors que Rome n'en possédait pas, un amphithéâtre aux dimensions impressionnantes viennent au fil des ans embellir la ville. Alors comme Octave fait bien les choses, il va également lui donner une épouse. Tout bon roi, il doit y avoir une bonne reine, et donc en 19 avant Jésus-Christ, Juba épouse Cléopâtre Sélénée, donc fille de Cléopâtre et de Marc-Antoine, dernière des Ptolémées, car les autres hommes de la famille ont été exécutés évidemment pour ne pas
faire de tort à Rome en Égypte. Donc finalement, c'est extraordinaire ce destin de ces deux princes, finalement, enfants de rois suicidés contre Rome, et qui finissent par régner ensemble en Afrique du Nord. Alors Cléopâtre Sélénée, c'est important, parce que vous savez, souvent on dit, mais quelle était finalement, comment les femmes étaient considérées à telle époque. On ne sait pas vraiment comment les femmes étaient considérées à l'époque des rois berbères. Par contre, c'est important, c'est de voir comment était considérée la reine, car souvent c'est le reflet de la condition de la femme dans le pays. Et on sait que Cléopâtre Sélénée est totalement associée au trône. Elle est couronnée, elle frappe des monnaies à son effigie, donc ce n'est pas simplement l'épouse du roi, elle est reine de Maurétanie. Et donc elle va avoir une grande influence sur Juba. On sait qu'elle s'exprimait simplement en grec. Et elle va participer très fortement à la propagation des religions égyptiennes en Afrique du Nord, dans les royaumes berbères, puisqu'on sait qu'à Taïsera, elle va faire édifier un temple consacré à Isis, au sein duquel Juba conservera un crocodile sacré. Juba et Cléopâtre Sélénée donc s'installe à Taïsera, et Juba va donc se préoccuper de développer cette capitale. Il faut savoir que Taïsera à l'époque a la même superficie que Rome, environ 370 hectares, et c'est une ville très belle. Juba va la couvrir de temples en marbre, il y a des jardins, il y a un théâtre, il y a même un amphithéâtre, alors que Rome n'avait pas d'amphithéâtre à l'époque, un amphithéâtre dont la scène fait 101 mètres de long. Également, s'inspirant d'Alexandrie, la patrie de sa femme, il fait édifier un phare haut de 38 mètres. Donc il faut imaginer cette ville comme étant une capitale somptueuse. D'ailleurs, tous les voyageurs de l'époque l'ont décrite comme étant une très belle ville, pleine de statues, d'œuvres. À prix d'or, Juba fait venir à Taïsera des artistes grecs qui font des copies d'antiques, qui font des nouvelles œuvres. Et donc c'est une ville vraiment réputée dans tout le bassin méditerranéen, dont elle devient un peu la plaque tournante même commerciale. Alors, ça devient un peu le point de passage obligé comme comptoir commercial. Et il est important de savoir que dans les exploitations berbères, les personnes qui travaillent ne sont pas des esclaves comme à Rome, mais des personnes locales qui sont libres et donc qui sont payées pour leur travail. Il n'y a pas d'esclaves qui travaillent dans les exploitations des rois berbères et des princes berbères. Il n'y a pas que cette région-là qu'il va développer, il va également développer la région de Volubilis, dans l'actuel Maroc, qui est également une de ses villes royales. Il va également s'occuper de développer la région de Litsus, dans l'actuel Maroc, où donc il va inciter à l'implantation d'entreprises de salaison. Et lors de fouilles récentes, on a retrouvé 10 grands ateliers et plus de 147 bassins, montrant un peu la prospérité de la région, car toute la région de Litsus va vivre grâce à la salaison. Le royaume s'enrichit, le roi aussi, et donc il peut, en toute quiétude, mener une vie fastueuse dans ses palais. Et on sait qu'il y avait une cour très raffinée, dans laquelle le grec était plus ou moins la langue officielle. Il a également mis à la mode des tables en racines de thuya, de la classe romaine. Il faut savoir que ces tables ont fait fureur au sein de la haute société romaine, à un tel point qu'une table en thuya valait l'équivalent d'une belle propriété romaine. Donc c'était une source de revenus également importante. Donc Juba était un fin promoteur de son royaume, on peut dire un bon commercial pour la Maurétanie, et donc il va considérablement enrichir son royaume. Et de façon unanime, Juba est connu à l'époque comme étant un savant, un artiste, et c'est l'image que dans l'Antiquité, on peut dire qu'il va rester principalement de lui, quoi. Lorsqu'un fils naît en l'an 5 avant Jésus-Christ, c'est naturellement le nom de Ptolémée, en hommage à ses ancêtres égyptiens que Juba II donne naissance au jeune prince berbère. Le règne de Ptolémée débute donc sous de bons auspices. En 24, il participe à l'écrasement de Tacfarinas qui troublait depuis bien des années l'ordre et la tranquillité du royaume maurétanien et de la province romaine d'Afrique. Dans les années qui suivent, le roi change d'attitude. Il met de plus en plus en avant ses origines africaines, berbères et égyptiennes, au détriment des repères grecs et romains chers à Juba II. Juba II va avoir un règne long, heureux, simplement troublé à partir du 17 après Jésus-Christ par le soulèvement de Tacfarinas. Tacfarinas était un berbère qui avait déserté l'armée romaine et qui au début avait été près des Gétules. Il rejoint la tribu des Musulmans dont il devient le général. Et les musulmans étaient des nomades. Et les nomades, c'est vrai qu'ils vont se soulever parce que les Romains, finalement, vont faire de plus en plus d'incursions dans le désert. Le lieu où vivaient les musulmans vont très mal vivre cela, ils vont se sentir agressés. Ils voient également que les Romains veulent les sédentariser eux aussi. Et donc Tacfarinas va prendre la tête du soulèvement contre Rome et de facto contre Juba II également, qui est évidemment associé de Rome. À partir de 20, Juba décide d'associer Ptolémée à son trône. Ptolémée, donc le fils, il a eu de Cléopâtre Sélénée, et donc le choix du prénom est important, car on voit bien qu'en lui donnant le prénom de Ptolémée, Juba veut remonter finalement à l'ascendance, on peut dire, égyptienne de son fils. En devenant roi de Maurétanie, Juba donc cherche le maximum de prestige,
dont il a donc épousé Cléopâtre Sélénée. Il va également faire son arbre généalogique. Donc comme Jules César remontait de Vénus, et ben lui il va dire qu'il remonte d'Hercule, car dans les mythes, on dit qu'Hercule était le dieu ancêtre des Berbères. Donc Juba va se faire établir sa généalogie qui remonte jusqu'à Hercule pour se donner encore plus de prestige. Donc à la mort de Cléopâtre Sélénée, Juba II finalement va faire édifier pour son épouse un mausolée qui rappelait ses origines égyptiennes. Et il va donc faire ce superbe tombeau pyramidal qu'on appelle à tort maintenant le tombeau de la chrétienne, qui se trouve à Tipaza, pas très loin d'Alger. Et c'est donc là également qu'après sa mort, Juba II viendra reposer auprès de son épouse. Donc Juba meurt en 23 après Jésus-Christ, après un règne de 48 ans. Alors ce qui est incroyable, c'est la longueur des règnes de ces rois, car Massinissa 53 ans, Juba II 48 ans. Et je vous avouerai que j'ai un petit coup de cœur moi pour Juba II, parce que je trouve que c'est un destin hors du commun, car finalement, prince berbère nourri de culture punique, élevé à Rome, ayant reçu une éducation grecque, il représente finalement une symbiose de toute la culture méditerranéenne. Pour lui tout seul, il est, on peut dire, le représentant de la culture méditerranéenne de son époque, car finalement, il regroupe aussi bien Rome que la Grèce, que l'Afrique du Nord, que l'Égypte, même par sa femme. Et donc, je trouve que c'est vraiment un personnage assez attachant. Déjà, ce qui explique ces règnes longs, c'est déjà le fait que Massinissa comme Juba ont tout de même beaucoup développé leur royaume. C'est des règnes, bon, Massinissa c'est un peu plus troublé avec les guerres, mais autrement des règnes assez opulents, où il y a eu de l'agriculture, où les gens, il y avait du travail. Il faut bien penser que Juba, comme je disais, il n'y avait pas d'esclaves dans le royaume qui travaillaient. Donc tous ces temples, tous ces monuments, ça donne du travail. Ça veut dire qu'il y a des artisans, ça veut dire que voilà, on a retrouvé à Volubilis des mosaïques d'époque qui sont vraiment somptueuses. Le degré de raffinement des cours berbères faisait vivre tout le pays, quoi. Donc il est vrai que pour les gens, que voulez-vous à partir du moment où il y avait de quoi manger, où ils avaient de l'argent, voilà, c'est donc ce qui explique la longévité de ces rois. Ça explique aussi le fait qu'après ils ont été objets de culte, puisqu'on sait que 4 siècles après sa mort, il y avait encore un culte de donner en Afrique du Nord à Juba II. Donc en 23, la mort de Juba, Ptolémée, qui était déjà associé depuis 3 ans au trône, devient roi à part entière de Maurétanie. Et l'année suivante, Tacfarinas meurt au combat. Donc Ptolémée, finalement, est d'ailleurs récompensé par Rome, remercié par Rome d'avoir participé à cette élimination de Tacfarinas, qui avait causé quelques soucis quand même aux Romains et aux Berbères pendant quelques années. Et Ptolémée, par contre, ne va pas être très populaire auprès de ses sujets, parce qu'on lui reproche un peu sa jeunesse dorée. On disait qu'il laissait le pouvoir à des affranchis, qu'il n'aimait pas trop gouverner, il aimait surtout faire la fête avec des amis. Il avait la réputation d'avoir été très gâté par Juba et par Cléopâtre Sélénée, et donc c'était un peu l'enfant gâté qui d'un seul coup, devenu roi, décidait de s'amuser, ne s'intéressait pas trop au gouvernement de son royaume. Destin fabuleux que celui de ce petit prince berbère, prisonnier des Romains, qui est devenu un des rois les plus brillants de son époque. Juba II a su réunir dans l'harmonie toutes les composantes de la culture méditerranéenne et il s'est appliqué à les diffuser. Il sera pour son peuple l'objet d'un culte jusqu'au IVe siècle. Ce qui est intéressant, c'est de remarquer qu'au fil des années, Ptolémée va de plus en plus revendiquer ses racines africaines. Fier d'être le dernier Ptolémée, dont il porte le nom. D'ailleurs, si on peut voir au Louvre un buste de Ptolémée jeune et un autre, disons, à un âge plus adulte, l'âge adulte. Et il est intéressant de voir justement les bustes des rois berbères au Louvre. Il y a déjà un buste du roi Juba Ier qui a des types très africains, avec une barbe bouclée, des cheveux crépus, qui a vraiment une représentation en statue assez africaine. Après, on passe à Juba Ier, qui lui, totalement assimilé par les Romains, étant lui-même citoyen romain, va se faire représenter toujours de façon, on peut dire, à la manière grecque ou gréco-romaine, une facture très classique. Le buste de Ptolémée enfant, fait sous le règne de Juba, va lui aussi reprendre cette tradition finalement de représentation très gréco-romaine. Sur le buste de Ptolémée à l'époque de la maturité, on peut dire, on voit finalement qu'il reprend un type africain, on voit avec un peu un début de barbe, des cheveux un peu bouclés, et on sait que Ptolémée était très fier de ses origines africaines. Par contre, il y a un fait important pour lui, étant un petit-fils de Marc-Antoine par sa mère, il va avoir un cousin très connu, Caligula. Caligula devient empereur de Rome, et Caligula au début est un empereur plein de promesses, et en 37, Caligula tombe gravement malade. Pendant sa maladie, sa famille va se réunir en se disant, s'il décède, qu'allons-nous faire de l'Empire? Finalement, Caligula ne meurt pas, guérit,
guérit, on peut dire, car il guérit, mais on peut dire qu'il est fou. Et après ce moment-là, il va vivre un peu avec des névroses obsessionnelles. Et en 38, il demande à Ptolémée de quitter son royaume et de venir auprès de lui à Rome. Donc Ptolémée obéit, vient auprès de Caligula à Rome, et on sait que Ptolémée s'habillait toujours en simple toche blanche par respect pour Caligula, qui lui était en pourpre. Et Ptolémée va vivre près de Caligula, mais toujours un peu on peut dire sur le fil du rasoir, car il voit bien que son cousin a cette démence. Et en 39, il va accompagner Caligula en Germanie. Caligula va partir en Germanie pour une campagne. Et là, finalement, il va apprendre cette fameuse réunion de famille qui avait eu lieu pendant sa maladie. Et Caligula va se persuader que tous les gens qui ont participé de près ou de loin à cette, on peut dire, conférence familiale de savoir qu'allons-nous faire de l'Empire après sa mort, ont donc souhaité sa mort. Et donc Caligula, il va là s'énerver, il va tuer son beau-frère, il va exiler ses sœurs, il va tuer tous les gens qui ont participé de près ou de loin à cette rencontre. Ptolémée, lui aussi, est compromis dans cette affaire, mais pour l'instant, il arrive on peut dire, à sauver sa tête. Juste en janvier 40, Ptolémée vient avec Caligula à Lyon, la capitale des Gaules de l'époque. Et on sait que lors d'un spectacle, Ptolémée arrive, cette fois-ci plus en toche blanche, mais habillé en roi, avec un manteau de pourpre, sa couronne sur la tête et son sceptre. Les traducteurs de l'époque nous disent que le peuple, séduit par cette vision de ce roi superbe dans ses habits royaux, se lève pour l'acclamer, et que Caligula, de jalousie, ordonne son exécution. Je pense en réalité, c'est plutôt que Ptolémée, se sachant menacé par Caligula, est venu en roi simplement pour lui dire « Attention, je ne suis pas n'importe quel membre de ta famille, je suis moi aussi un roi ». Et je pense que Ptolémée est venu dans tout son apparat, pas pour se faire admirer, mais pour essayer de sauver sa tête en disant « Voilà, n'oublie pas mon statut royal ». Malheureusement, ça ne suffit pas, Ptolémée est assassiné. En 41, nouveau soulèvement encore derrière un certain Salabos, qui va essayer justement de chasser les Romains de Maurétanie. Mais là, il n'y a rien à faire, les Romains vont mettre fin au soulèvement des Berbères. Et en 43, le royaume de Maurétanie est totalement incorporé dans l'Empire romain, divisé en deux provinces par l'empereur Claude, successeur du Caligula. C'est la fin du royaume indépendant des Berbères. Si je devais choisir un mot pour chacun de ces rois, je dirais Massinissa le conquérant, Micipsa le gestionnaire, Jugurtha le machiavélique, Juba Ier le fidèle, Juba II le savant, et Ptolémée le roi Clès. Finalement, ce qui est formidable, ces rois berbères, enfin les Massiles surtout, c'est que pris entre le grand royaume massaïcile et le territoire de Carthage, c'est un petit peu étranglé. Ils vont finir par aller de la Moulouya, donc au Maroc, jusqu'à la Ptismania en Libye. Et tout ça par une politique d'alliance, de guerre. Finalement, quand leurs choix politiques vont être malheureux du fait finalement de la victoire de César, retournement de situation, puis finalement l'héritier du trône va redevenir à nouveau un roi prestigieux. Donc c'est une extraordinaire épopée de victoire, de retournement et de rebondissement, si je puis dire, puisque voilà, Juba II revenant sur le trône de ses ancêtres, si longtemps, quelques années après, 21 ans après en avoir été chassé, c'est extraordinaire comme épopée. Ouais. Mais c'est vrai que constamment, les rois berbères, finalement, vont subir, de toute façon, si on est rendu compte, l'histoire de guerre civile, etc., vont subir la politique royale de Rome. Matériellement, ce qui reste de cette époque, il y a un très beau tombeau numide à Douda, en Tunisie. Il y a également des ruines à Cherchel, l'ancienne capitale de Juba. Il y a également les ruines de Volubilis, où on peut voir des mosaïques d'époque de Juba. On voit également, dans ce qu'on appelle actuellement la maison du gouverneur, on pense que c'était le palais de Juba. Donc on voit encore le plan au sol de ce palais. Et on voit surtout le tombeau de la chrétienne près de Tipaza en Algérie, qui était le tombeau où ont été inhumés Cléopâtre Sélénée et Juba II. À travers l'histoire, les Berbères et leur langue ont connu des influences romaines, puniques, arabes, turques ou encore françaises. Ce qui fait que de nos jours sont appelés officiellement berbères les ethnies du Maghreb, parlant, se considérant et se réclamant berbères. Massinissa, fils de Gaïa, fut donc l'artisan de l'unification des Berbères. Jugurtha, roi de Numidie, tenta à son tour de l'unifier et de l'agrandir aux dépens des Romains. Juba essaya à son tour, après de nombreux conflits, de récupérer quelques territoires et villes. Mais la défaite de ses alliés pompéiens le contraignit au suicide. Juba II fut sans doute le roi le plus savant. Il écrivit plusieurs traités d'histoire et de littérature. Le roi Ptolémée, fils et successeur de Juba II,
fut assassiné par l'empereur Caligula. Ces 5 rois ont marqué une période importante de l'histoire des Berbères, et ils ont sûrement fondé l'identité d'un peuple tout entier.